Au Burkina Faso, une route inattendue devient un test national. Pendant que des milliards continuent d'alimenter des chantiers classiques, une méthode plus frugale affirme pouvoir réduire les coûts d'environ 40% et mieux tenir face aux pluies et à la chaleur. Mais qu'est-ce que ce pari change concrètement pour vous si Ibrahim Traoré veut en faire un modèle? Parce qu'ici, l'infrastructure devient souveraineté. Cette analyse promet une chose simple, clarifier ce qui est réellement en jeu derrière une innovation présentée comme évidente. Pour le public, le bénéfice est précis. Comprendre coûts, risques et effets concrets. L'enjeu dépasse une route expérimentale. Il touche la capacité d'un État à choisir ses méthodes, à réduire sa dépendance financière et à tester des solutions adaptées au climat local sans importer des modèles coûteux. Si l'initiative échoue, le Burkina Faso resterait prisonnier d'infrastructures fragiles, d'entretiens élevés et d'un cycle d'investissement peu soutenable. Si elle réussit, elle ouvre un espace inédit, des infrastructures moins chères, plus durables et portées par les communautés locales. C'est cette ligne de crête que le projet d'Ibrahim Traoré oblige à examiner sans exaltation ni rejet, mais avec des faits et des conséquences mesurables. Elle demande une lecture patiente des résultats, des chiffres disponibles et des impacts sociaux observables avant toute généralisation nationale ou continentale. Le débat mérite méthode et prudence. La réduction des coûts annoncés approche les 40% et la première route a résisté à une saison des pluies complète. Ces deux éléments suffisent à expliquer pourquoi l'initiative portée par Ibrahim Traoré a cessé d'être perçue comme une simple expérimentation marginale. Le projet naît dans un contexte précis. Au Burkina Faso, de vastes zones rurales restent isolées plusieurs mois par an, car les routes classiques se dégradent rapidement sous l'effet combiné des pluies intenses et des températures extrêmes. Les méthodes traditionnelles, souvent importées, exigent des financements élevés, des matériaux coûteux et un entretien constant. Résultat, peu de kilomètres construits et beaucoup deviennent impraticables en peu de temps. C'est dans ce cadre qu'Ibrahim Traoré propose de recycler des pneus usagés pour construire des routes plus souples et plus résistantes. L'idée semble simple, presque dérangeante, car elle rompt avec des décennies de standards techniques promus par des entreprises internationales. Pourtant, dans un village de l'est du pays, la première section réalisée avec cette méthode tient bon, là où des routes classiques échouaient régulièrement. Ce succès local agit comme un révélateur. Il montre que le problème n'était pas seulement financier, mais aussi conceptuel. En partant des contraintes climatiques réelles et des ressources disponibles sur place, le projet change l'angle d'approche de l'infrastructure. Ce n'est plus une démonstration idéologique, mais une réponse pragmatique à un blocage ancien. À partir de là, l'initiative attire l'attention autant pour ses promesses que pour les questions qu'elle soulève. Dans les premières zones concernées, le projet n'est pas porté par des discours abstraits, mais par des usages concrets. Dans les villages de l'est du Burkina Faso, où les routes devenaient impraticables plusieurs semaines par an, les habitants ont été parmi les premiers à mesurer l'effet immédiat de cette nouvelle méthode. Une route qui reste praticable après les pluies change le quotidien avant même de transformer les statistiques nationales. Ibrahim Traoré apparaît ici moins comme un symbole politique que comme un déclencheur. En validant un modèle qui implique directement les communautés locales, il déplace le rôle de l'État. Plutôt que de déléguer entièrement aux entreprises extérieures, il encadre et soutient une solution construite avec les acteurs du terrain. Les habitants participent à la collecte des pneus, à leur transformation et à la mise en œuvre, ce qui crée une dynamique collective inhabituelle dans des projets d'infrastructure. Les effets précoces sont visibles. Les marchés deviennent plus accessibles, les déplacements vers les centres de santé se font sans attendre la fin de la saison des pluies et les échanges entre villages reprennent une régularité perdue depuis longtemps.
Ces changements ne relèvent pas encore d'une révolution nationale, mais ils installent un signal clair. L'infrastructure peut redevenir un outil de lien social, et non seulement un chantier coûteux. À ce stade, le projet n'a pas prouvé sa capacité à changer tout le pays. Il a toutefois démontré une chose essentielle. Une solution locale peut produire des effets rapides et mesurables, là où les modèles classiques échouaient à tenir leurs promesses. Tout commence par une décision qui tranche avec les usages établis. Face à des routes régulièrement détruites par les pluies et à des budgets insuffisants pour les reconstruire sans cesse, l'équipe autour d'Ibrahim Traoré valide un test à petite échelle, sans certitude de succès, mais avec un objectif clair. Vérifier si une solution locale peut tenir là où les modèles importés échouent. La première étape consiste à identifier un site rural particulièrement exposé aux intempéries afin que les preuves soient immédiates et incontestables. Vient ensuite la phase d'activation. Des campagnes locales sont lancées pour collecter des pneus usagés, jusque-là considérés comme des déchets encombrants. Les habitants participent, attirés à la fois par la promesse d'un revenu modeste et par l'idée de contribuer à une infrastructure utile. Des ateliers de transformation sont mis en place avec des formations de base permettant d'adapter les pneus aux exigences techniques de la route. À ce stade, le projet reste discret, presque invisible à l'échelle nationale. Le moment de tension survient avec la saison des pluies. Historiquement, c'est là que les routes classiques cèdent. Fissures, affaissements, coupures prolongées. Cette fois, la route expérimentale tient. Elle n'est pas parfaite, mais elle reste praticable, alors que des tronçons voisins deviennent impraticables. Ce contraste marque un premier basculement. Ce qui devait être une expérience devient une preuve observable, difficile à ignorer pour les autorités locales et les médias. La diffusion de l'information agit comme un amplificateur. Des responsables régionaux demandent à visiter le site, des techniciens évaluent la résistance du matériau et les premiers chiffres circulent des coûts de construction inférieurs d'environ 40% et des besoins d'entretien réduits. À ce stade, Ibrahim Traoré choisit de ne pas précipiter une annonce nationale, préférant accumuler des résultats concrets avant toute généralisation. Cette prudence évite un emballement prématuré, mais nourrit aussi le scepticisme de certains acteurs. La phase suivante est celle des répliques. Des entreprises de construction traditionnelles expriment des doutes publics sur la durabilité à long terme de ces routes. Des experts extérieurs évoquent des risques techniques et réglementaires. En parallèle, d'autres régions rurales demandent à tester la méthode attirées par la rapidité d'exécution et les coûts réduits. Le projet se trouve alors à un carrefour, rester une expérimentation isolée ou devenir un programme structuré. C'est là que l'État intervient plus clairement. Des centres de recyclage pilotes sont soutenus, des cadres administratifs commençant à être définis, et des équipes techniques sont formées pour assurer une certaine standardisation. Le projet change de nature. Il ne s'agit plus seulement de prouver qu'une route peut tenir, mais de vérifier si un modèle reproductible est possible sans perdre ses avantages initiaux. La séquence se termine par une situation ouverte. Le pari n'est plus marginal, mais il n'est pas encore gagné. Les premiers succès ont déclenché une dynamique, mais aussi une résistance. À ce stade, le projet porté par Ibrahim Traoré se situe exactement entre promesse et épreuve, assez avancé pour susciter l'attention, encore trop fragile pour échapper à la controverse. Le point de départ est simple. Une route classique coûte cher et se dégrade vite dans le contexte burkinabé. Avec la méthode utilisant des pneus recyclés, la comparaison devient mesurable. Les coûts de construction observés sont inférieurs d'environ 40% par rapport aux techniques traditionnelles. Cette différence ne vient pas d'une subvention exceptionnelle, mais de l'utilisation de matériaux locaux et d'une logistique plus courte. En pratique, moins de dépenses en importation signifie plus de kilomètres réalisables à budget constant. Deuxième indicateur clé, l'entretien.
Les routes classiques en béton ou en asphalte nécessitent des réparations fréquentes après chaque saison des pluies. Dans le cas des routes construites avec des pneus recyclés, les observations initiales montrent une réduction des coûts d'entretien proche de 30%. Cette baisse s'explique par la souplesse du matériau, qui absorbe mieux les variations de température et l'impact des fortes pluies. Autrement dit, la route se fissure moins et reste fonctionnelle plus longtemps. Un troisième chiffre éclaire l'impact environnemental. Chaque kilomètre de route construit permet de recycler environ 10 000 pneus usagés. Avant le lancement de l'initiative soutenue par Ibrahim Traoré, ces pneus étaient majoritairement brûlés ou abandonnés dans des décharges à ciel ouvert. Leur réutilisation réduit la pollution locale tout en transformant un déchet en ressource productive. Ce n'est pas un bénéfice abstrait. Il se traduit par moins de fumée toxique et par une gestion plus stable des déchets. Les données sociales complètent ce tableau. Environ 70% des travailleurs mobilisés sur ces chantiers proviennent des communautés locales. Ce chiffre indique que le projet ne repose pas principalement sur une expertise importée, mais sur une main-d'œuvre formée sur place. Le revenu généré reste donc en grande partie dans l'économie locale, ce qui renforce l'acceptabilité sociale du projet. Pris ensemble, ces indicateurs dessinent une trajectoire cohérente. Repères de référence. Des routes coûteuses, fragiles et dépendantes de financements extérieurs. Écart. Des infrastructures moins chères, plus résistantes et intégrées dans un circuit économique local. Cela ne prouve pas encore une viabilité à long terme à l'échelle nationale, mais cela suffit à déplacer le débat. La question n'est plus de savoir si la méthode fonctionne techniquement, mais si l'État peut l'organiser, la contrôler et la reproduire sans perdre ses avantages initiaux. C'est précisément à ce stade que le projet d'Ibrahim Traoré cesse d'être une curiosité chiffrée pour devenir un choix politique mesurable. Les critiques du projet avancent d'abord un argument central, la durabilité à long terme. Selon eux, les routes construites à partir de pneus recyclés n'ont pas encore fait leurs preuves sur plusieurs décennies, contrairement au béton ou à l'asphalte, utilisés depuis longtemps dans des contextes variés. Ils estiment qu'une résistance observée sur quelques saisons des pluies ne garantit pas une tenue suffisante face à une circulation accrue, à l'érosion continue et au vieillissement des matériaux. Pour ces acteurs, le risque est de généraliser trop vite une solution encore expérimentale. Un second argument concerne la normalisation et la sécurité. Les entreprises de construction traditionnelles soulignent que les infrastructures routières sont encadrées par des normes strictes, souvent internationales, qui facilitent l'évaluation, l'assurance et le financement des projets. Une méthode alternative fondée sur des matériaux recyclés pourrait compliquer ces cadres réglementaires. Cela poserait des problèmes d'homologation, de responsabilité en cas d'accident et de reconnaissance par des bailleurs de fonds internationaux. En clair, une innovation locale pourrait se heurter à un mur administratif et financier. Ces objections ne sont pas infondées. Elles rappellent que toute infrastructure engage un pays sur le long terme et que l'enthousiasme initial ne remplace pas des tests prolongés. Cependant, les défenseurs du projet répondent point par point en s'appuyant sur les données disponibles. Ils notent d'abord que les routes classiques, bien que normées, échouent régulièrement dans le contexte climatique du Burkina Faso. Leur ancienneté ne garantit pas leur pertinence locale. Ils soulignent ensuite que la méthode soutenue par Ibrahim Traoré ne prétend pas abolir toute norme, mais en adapter certaines aux réalités du terrain. Des protocoles de contrôle sont progressivement mis en place, et les performances observées, notamment la réduction des coûts d'entretien, constituent déjà un indicateur de durabilité fonctionnelle. Enfin, sur le plan financier, l'argument se retourne. Une solution moins chère et plus locale réduit précisément la dépendance aux bailleurs extérieurs et aux normes qu'ils imposent.
Le débat ne se résout donc pas par une opposition entre sérieux et improvisation. Il oppose deux logiques, celle de la stabilité normative importée et celle de l'adaptation progressive fondée sur l'observation. À ce stade, aucune ne peut être écartée, mais les faits obligent à considérer la seconde avec davantage d'attention qu'auparavant. Le point de bascule apparaît lorsque l'initiative cesse d'être évaluée uniquement comme une solution technique. À ce stade, le projet porté par Ibrahim Traoré commence à modifier les rapports de force autour de l'infrastructure. Jusqu'ici, la discussion opposait efficacité et scepticisme. Désormais, elle touche à la capacité d'un État à définir ses propres standards, en fonction de ses contraintes réelles plutôt que de modèles importés. Ce changement de perspective est décisif. Les routes en pneus recyclés ne sont plus seulement jugées sur leur résistance ou leur coût, mais sur ce qu'elles permettent politiquement et économiquement. Elles réduisent la dépendance à des entreprises étrangères, raccourcissent les chaînes d'approvisionnement et redonnent un rôle central aux acteurs locaux. Ce déplacement explique pourquoi certaines résistances se renforcent précisément au moment où les résultats deviennent visibles. À mi-parcours, le projet révèle donc autre chose que prévu. Il ne s'agit plus seulement de savoir si la méthode fonctionne, mais de déterminer qui contrôle l'infrastructure et selon quelles règles. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu devient double, maintenir les performances techniques tout en construisant un cadre capable de résister aux pressions économiques et institutionnelles. C'est ici que la trajectoire change. La suite ne dépend plus uniquement des matériaux, mais des choix de gouvernance qui accompagneront leur généralisation. Pour l'État, les effets apparaissent d'abord dans la gestion budgétaire. Une réduction d'environ 40% des coûts de construction change l'arbitrage public. À enveloppe équivalente, davantage de kilomètres peuvent être réalisés ou des fonds peuvent être réorientés vers d'autres priorités. Cette marge nouvelle réduit aussi la dépendance aux financements extérieurs, souvent conditionnés à des normes techniques importées. Dans ce cadre, l'initiative soutenue par Ibrahim Traoré devient un levier de décision publique, pas seulement une économie comptable. Pour les entreprises et les acteurs économiques locaux, l'impact est différent, mais tout aussi tangible. Les chantiers mobilisent des filières de recyclage, de logistique et de transformation jusque-là marginales. Des petites structures locales trouvent une place dans un secteur historiquement dominé par de grands groupes. Cette redistribution partielle de la valeur n'abolit pas le rôle des entreprises traditionnelles, mais elle introduit une concurrence nouvelle fondée sur l'adaptation au contexte plutôt que sur la seule capacité financière. Du côté des populations rurales, les conséquences sont immédiates. Des routes praticables toute l'année signifient un accès plus régulier aux marchés, aux écoles et aux centres de santé. Les déplacements cessent d'être conditionnés par la saison des pluies. Pour de nombreuses familles, cela se traduit par des revenus plus stables et par une réduction de l'isolement. Les femmes, en particulier, bénéficient d'une mobilité accrue qui facilite la vente de produits agricoles et l'accès aux services essentiels. À l'échelle régionale, enfin, le projet commence à produire un effet de signal. D'autres pays, confrontés à des contraintes similaires, observent l'expérience burkinabé avec attention. Il ne s'agit pas encore d'un modèle exporté, mais d'un précédent. Le fait qu'une solution locale, appuyée par des données chiffrées, puisse rivaliser avec des méthodes standardisées, modifie les termes du débat sur le développement des infrastructures en Afrique de l'Ouest. Ces conséquences ne sont pas uniformes ni garanties dans le temps. Elles dépendent de la capacité à maintenir la qualité, à encadrer la montée en charge et à éviter une politisation excessive du projet. Mais elles montrent déjà une chose. L'initiative portée par Ibrahim Traoré a quitté le terrain de l'expérimentation technique pour produire des effets sociaux, économiques et institutionnels concrets.
La question devient alors plus précise. Comment transformer ces gains ponctuels en résultats durables sans perdre l'équilibre fragile qui les a rendus possibles? Dans le scénario de base, le plus probable à court terme, le projet progresse sans rupture majeure. Les routes sans pneus recyclés continuent d'être déployées de manière ciblée dans plusieurs régions rurales, avec un rythme maîtrisé. Les autorités consolident les cadres techniques, améliorent les procédures de contrôle et accumulent des données supplémentaires sur la durabilité réelle des ouvrages. Les résultats restent positifs mais prudents. L'initiative ne transforme pas encore l'ensemble du réseau routier. Cependant, elle s'installe comme une option crédible parmi d'autres, intégrée progressivement dans la planification nationale. Dans ce scénario, le principal gain est la normalisation de l'innovation. Elle cesse d'être exceptionnelle pour devenir un outil reconnu mais limité. Un scénario plus favorable suppose une accélération maîtrisée. Les résultats observés confirment la réduction des coûts, la résistance climatique et les bénéfices sociaux. Des partenariats techniques se structurent, les centres de recyclage montent en capacité et la formation de la main-d'œuvre locale s'étend. Cette dynamique permet une extension plus large du modèle, notamment dans les zones où les infrastructures étaient quasi inexistantes. Dans ce cas, l'initiative devient un marqueur politique fort. Elle démontre qu'un État peut produire des infrastructures efficaces en s'appuyant sur des ressources locales. Le Burkina Faso attire alors une attention régionale accrue, non comme un laboratoire improvisé, mais comme un exemple d'adaptation méthodique aux contraintes du terrain. Le scénario défavorable repose sur un enchaînement de blocages. Des problèmes logistiques ralentissent la collecte et le traitement des pneus. Des tensions administratives émergent autour des normes, des assurances et de la responsabilité en cas d'accident. Parallèlement, des pressions économiques ou diplomatiques freinent l'accès à certains financements. Le projet continue d'exister, mais il reste cantonné à quelques zones pilotes, sans capacité réelle de généralisation. Dans ce cas, l'innovation ne disparaît pas, mais elle perd son potentiel de transformation systémique. Face à ces trois trajectoires, une recommandation s'impose. Éviter la précipitation comme l'immobilisme. Généraliser. Trop vite ferait courir des risques techniques et institutionnels. Ralentir excessivement diluerait l'élan et renforcerait les résistances. L'enjeu des prochains mois est donc moins de choisir un scénario que de créer les conditions permettant au projet d'évoluer sans perdre ce qui a fait sa force initiale. L'adaptation au réel mesurée par des résultats observables. C'est dans cet équilibre fragile mais décisif que se jouera la suite. Pour une première partie du public, notamment les habitants des zones rurales, l'enjeu est immédiatement concret. Une route praticable toute l'année signifie moins d'incertitude dans la vie quotidienne. Les déplacements vers les marchés cessent d'être conditionnés par la météo. L'accès aux soins devient plus rapide et la scolarité des enfants est moins constante et moins souvent interrompue. Ce groupe ne juge pas le projet sur des principes abstraits, mais sur un critère simple, la continuité des usages. Tant que la route tient, la solution est perçue comme pertinente. Un second groupe, composé d'acteurs économiques et de travailleurs locaux, regarde surtout les opportunités créées. La collecte, le recyclage et la construction génèrent des emplois directs et indirects. Ces activités offrent des revenus là où il y avait peu d'alternatives et permettent l'acquisition de compétences nouvelles. Pour ces acteurs, le projet représente une diversification économique modeste mais réelle qui réduit la dépendance à des chantiers ponctuels financés de l'extérieur. La stabilité compte autant que le montant des gains. Un troisième public observe à distance, souvent avec prudence. Il s'agit de citoyens urbains, d'analystes ou de décideurs qui s'interrogent sur la portée réelle de l'initiative.
Leur attention se porte moins sur une route particulière que sur la capacité de l'État à encadrer, contrôler et reproduire le modèle sans dérive. Pour le- L'initiative associée à Ibrahim Traoré devient un test de gouvernance autant qu'un projet d'infrastructure. Ces regards croisés expliquent pourquoi le débat reste vif. Chacun évalue le projet selon son expérience et ses attentes. Pourtant, un point commun se dégage: la demande de résultats concrets, visibles et comparables. Ce n'est plus la promesse qui retient l'attention, mais la capacité à démontrer dans la durée que l'innovation améliore réellement les conditions de vie sans créer de nouveaux déséquilibres. C'est sur cette attente partagée que repose désormais la crédibilité du projet. La première étape consiste à structurer la collecte et le recyclage des pneus à l'échelle régionale. Sans un flux régulier de matières premières, le modèle perd sa cohérence économique. Cela implique la création de centres dédiés, appuyés par des règles claires de collecte, de stockage et de transformation, afin d'éviter les ruptures d'approvisionnement et les dérives informelles. La deuxième étape concerne la formation. Les résultats initiaux montrent que la qualité d'exécution est déterminante pour la durabilité des routes. Il devient donc nécessaire de former des équipes locales selon des protocoles précis, avec des référentiels techniques partagés. Cette montée en compétences permet de réduire la dépendance à une expertise extérieure tout en garantissant un niveau de qualité homogène sur l'ensemble des chantiers. Troisièmement, un cadre de contrôle doit être consolidé. Des indicateurs simples mais réguliers sont indispensables: coût par kilomètre, fréquence d'entretien, résistance après les saisons des pluies. Ces données servent à ajuster la méthode et à maintenir la crédibilité du projet. C'est à ce stade que l'initiative soutenue par Ibrahim Traoré bascule d'une logique expérimentale vers une politique publique mesurable. Enfin, la question du rythme est centrale. Généraliser trop rapidement fragiliserait le dispositif, tandis qu'un déploiement trop lent renforcerait les critiques. La feuille de route doit donc combiner prudence et continuité en s'appuyant sur des extensions progressives, région par région. L'objectif n'est pas d'imposer un modèle unique, mais de construire une capacité nationale d'adaptation capable d'évoluer avec les contraintes techniques, économiques et climatiques. C'est cette discipline dans l'exécution, plus que l'innovation elle-même, qui déterminera la portée réelle du projet dans le temps. Dans les villages où les premières routes ont été posées, le symbole est discret mais puissant. Une voie qui reste praticable après les pluies n'est pas seulement un ouvrage technique, c'est une promesse tenue dans un contexte où beaucoup ont été rompus. Oh oui. Le projet associé à Ibrahim Traoré revient alors à son point de départ. Une idée simple, testée là où les contraintes sont les plus dures et jugée par ses effets concrets plutôt que par son origine. Ce rappel est essentiel. Tout au long du processus, l'initiative a été observée, critiquée, parfois idéalisée. Pourtant, sa force ne réside ni dans la rhétorique politique, ni dans la nouveauté technologique. Elle tient dans la capacité à répondre à un besoin précis, avec des moyens disponibles, en assumant les limites et les ajustements nécessaires. Là où les modèles importés promettaient beaucoup et livraient peu, cette approche a livré quelque chose de tangible, même imparfait. Le fil conducteur reste celui de l'autonomie. En transformant un déchet en ressource, le projet a aussi transformé la perception de ce qui est possible. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu dépasse la route elle-même. Il s'agit de montrer qu'un choix pragmatique peut ouvrir un espace de décision plus large sans attendre une validation extérieure. Une phrase résume ce moment: une infrastructure peut devenir un acte de confiance collective. C'est cette confiance, fragile mais réelle, qui donne au projet sa portée émotionnelle et explique pourquoi il continue de susciter autant d'attention. À ce stade, le projet ne demande pas une adhésion automatique, mais une lecture attentive.
Il invite à observer comment une innovation locale peut déplacer des équilibres établis sans promettre de solution universelle. Ce qui se joue ici dépasse le Burkina Faso. C'est la question de savoir si des pays confrontés à des contraintes fortes peuvent définir leur propre trajectoire en s'appuyant sur leurs ressources et leurs réalités. Pour le public, l'enjeu est moins de juger le projet que de réfléchir à ce qu'il révèle. Une route construite autrement pose une question plus large. Quelles normes sont réellement adaptées et lesquelles sont simplement reproduites par habitude? Cette interrogation concerne les décideurs, les ingénieurs, mais aussi les citoyens qui vivent les conséquences concrètes des choix d'infrastructure. L'initiative associée à Ibrahim Traoré rappelle que le développement n'est pas uniquement une affaire de capitaux ou de technologies importées. Il repose aussi sur la capacité à expérimenter, à mesurer, puis à corriger. Rien n'est garanti, mais l'immobilisme a, lui, déjà montré ses limites. La discussion reste donc ouverte. Faut-il généraliser prudemment, ajuster progressivement ou repenser plus largement les modèles dominants? C'est à partir de ce type de questions, posées sans simplification, que peuvent émerger des choix collectifs plus solides et plus durables.